Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau webinaire partenaire consacré à la présentation de l'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie du Tarn. Je suis Laetitia Deleur, chargée de mission partenariat médiation, et je suis accompagnée aujourd'hui de Nelly Ramon, responsable du service action sanitaire et sociale mission accompagnement santé, et de Jean-Marc Poumiès, animateur d'équipe du service action sanitaire et sociale mission accompagnement santé. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Nelly Ramon et Jean-Marc vont vous présenter ce qu'est l'action sanitaire et sociale, son fonctionnement et son budget, ainsi que les différentes aides individuelles qui sont proposées. Durant ce webinaire, vos micros et vos caméras sont coupés, mais vous pouvez nous poser vos questions tout au long de la présentation via l'onglet de discussion qui est situé en bas de votre écran. Nous y répondrons donc à la fin. Et pour les questions concernant les aides financières qui vont vous être présentées, nous les traiterons au fur et à mesure de leur présentation. Ce webinaire est enregistré et il sera disponible en replay dès demain sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Je laisse maintenant la parole à mes collègues. À tout à l'heure. Merci Laetitia. Donc bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié à l'action sanitaire et sociale 2025. Donc comme vous l'a dit Laetitia, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure du déroulement du webinaire. Nous y répondrons pour chaque thématique. Je ne sais pas, Laetitia, si on laisse une minute de plus, parce que je vois que le nombre de participants continue à grimper un petit peu. Oui, là on est à 35 participants. Je ne sais pas, je pense qu'on peut peut-être On démarrer. Ça a commence? l'air ouais, de se stabiliser. Ouais, je pense qu'on peut. Allez, parfait. Ben, je commence alors. Donc, nous allons voir ce qu'est l'action sanitaire et sociale, le fonctionnement de la commission d'action sanitaire et sociale, un petit point rapide sur le budget. Nous détaillerons toutes les aides individuelles versées avec les nouveautés pour 2025. Un petit focus quand même sur le travailleur indépendant et ensuite le temps d'échange, réponse à vos questions. Alors, qu'est-ce que l'action sanitaire et sociale? Donc, l'assurance maladie dispose d'un fonds national d'action sanitaire et sociale qui est réparti entre chaque caisse d'assurance maladie pour alimenter le budget d'action sanitaire et sociale. Cette répartition se fait en fonction d'indicateurs démographiques, de tensions économiques, de précarité, en fonction d'indicateurs sur l'état de santé de la population et par rapport à des indicateurs au niveau de l'offre de soins. Donc, il y a vraiment un diagnostic qui est effectué. L'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie peut permettre ainsi de bénéficier d'une aide financière ponctuelle en complément des prestations qui sont habituellement versées. Bien sûr, cette aide est extra-légale et il n'y a aucun recours ou contestation possible. Au niveau de nos orientations nationales, elles visent à assurer l'accessibilité territoriale et financière du système de soins pour tout le monde et elles portent à la fois sur les aides individuelles et sur des subventions collectives. Alors au niveau des subventions collectives, nous lançons en principe un appel à projet courant du mois de mai. Ces orientations nationales, elles s'inscrivent notamment dans la volonté d'intégrer les personnes les plus vulnérables dans le système de santé, puisque nous avons des accompagnements et ou des parcours adaptés. L'action sanitaire et sociale est là comme facilitateur de l'accès aux soins et du recours au système de soins et réduit les inégalités sociales de santé. Au niveau du fonctionnement de la commission, donc la commission d'action sanitaire et sociale est composée de conseillers titulaires et de conseillers suppléants. La commission définit à travers de sa politique d'action sanitaire et sociale son fonctionnement et les prestations. Ce fonctionnement est revu de façon annuelle euh, en, en fin d'année. Nous nous réunissons tous les deuxièmes jeudis du mois pour attribuer sur décision individuelle des aides financières en faveur des assurés.
nous tenons compte, bien sûr, dans l'appréciation de chaque cas, de la situation financière et sociale des intéressés et les dossiers sont présentés de façon anonyme. Un petit mot au niveau du budget. Le montant du budget ASS alloué pour 2025 s'élève à 683 500 euros. Alors, nous allons passer aux aides individuelles versées. Donc, les aides individuelles interviennent pour faire face aux dépenses de frais de santé non remboursés ou pour le financement de certains actes ou soins qui seraient particulièrement coûteux et qui généreraient un reste à charge élevé pour l'assuré. Elles interviennent pour aider au financement d'une complémentaire santé et à son maintien, puisque certains assurés éprouvent des difficultés pour régler la participation demandée tous les mois. Elles interviennent également pour compenser un déséquilibre budgétaire en cas de baisse de revenus. Alors ça peut être lié à une maladie, une maternité, un accident de travail, un décès, un incident de la vie qui va déséquilibrer ce budget. Elles interviennent afin de garantir le retour et le maintien à domicile. Elles facilitent l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. Et elles facilitent l'insertion à domicile des personnes en situation de handicap. Au niveau du public, nous sommes sur les assurés sociaux, avec bien sûr les travailleurs indépendants, même si vous verrez à la fin de la présentation, les travailleurs indépendants restent un public un petit peu à part, avec des procédures à part et des aides donc supplémentaires pour eux. Donc les assurés sociaux affiliés au régime général de la sécurité sociale, leurs ayants droit, et nous prenons également les assurés des sections locales mutualistes MGEN. Il faut que les assurés sociaux possèdent une complémentaire santé. Si ce n'est pas le cas, on va étudier les ressources présentées. S'ils peuvent bénéficier de la complémentaire santé solidaire, à ce moment-là, un dossier leur sera adressé. Sinon, le dossier peut partir à la mission accompagnement santé pour les aider à obtenir une complémentaire santé. À noter, les assurés affiliés à l'aide médicale de l'État, AME et les migrants ne peuvent y prétendre puisqu'ils ont des dispositifs bien spécifiques. Alors, nous allons débuter par les aides sociales. Donc, les aides sociales, nous avons les secours urgents ou les compléments de secours, avec un maximum de 600 euros par an. Alors, au niveau des critères, il y a bien sûr un critère exceptionnel. Il faut que il faut qu'il y ait soit une maladie, une maternité, un accident de travail et leurs conséquences directes sur le foyer. Au niveau de la procédure de demande, les demandes qui nécessitent un accompagnement social sont étudiées par les assistantes sociales du service social de la CARSAT ou bien par les assistantes sociales de partenaires externes et nous sont transmises directement pour enregistrement et passage en commission. En cas d'urgence, il y a la possibilité de débloquer immédiatement un secours urgent sans passage en commission d'action sanitaire et sociale. Donc, au niveau des montants, nous sommes sur un maximum de 600 euros. Donc, il y a une évolution par rapport à l'année dernière, puisque nous étions à 450 euros pour 2024. Le secours urgent, 250 euros peuvent être débloqués. Pour un complément de secours, nous pouvons débloquer 350 euros ou nous pouvons débloquer la totalité du montant de l'aide pour un secours classique. Donc, il est important, notamment pour les assistantes sociales de partenaires externes, je ne sais pas si il y en a de présentes parmi nous aujourd'hui. Le processus est différent. Vous aviez l'habitude sur 2024 et les années précédentes d'adresser tous les dossiers au service social de la CARSAT. Il faut maintenant les adresser directement au service d'action sanitaire et sociale, puisque c'est nous qui reprenons la main et qui feront lecture des études sociales en commission. Donc, bien penser à nous noter les montants
à nous mentionner s'il s'agit d'un secours urgent, d'un complément ou d'un secours classique, et bien dater et signer tous les dossiers. Cette année, à titre expérimental, donc, nous allons pouvoir débloquer une aide exceptionnelle supplémentaire sur présentation d'une évaluation sociale, même si le plafond annuel des 600 euros est atteint. Donc, que ce soit par le biais des AS du service social de la CARSAT ou par le biais des AS de partenaires externes. Au niveau des dossiers de rupture, nous sommes sur 400 euros maximum par an. La demande d'aide financière dans le cadre d'une rupture de ressources peut être faite uniquement dans les situations suivantes. L'attente de paiement d'IJ, l'interruption des indemnités journalières avec un recours CMRA, l'attente du premier paiement de pension d'invalidité, l'absence ou l'attente de déblocage d'un paiement de contrat de prévoyance, où il peut s'agir d'un licenciement pour inaptitude et ou d'une attente des droits d'indemnisation par France Travail. Au niveau de la procédure de demande, le dossier à compléter est à demander par téléphone au 36 46. Vous verrez qu'on peut également le télécharger ou auprès des différents points d'accueil de la caisse. Sur les montants, nous sommes donc sur un montant de maximum 400 euros. Les dossiers sont instruits par le service d'action sanitaire et sociale. Il n'y a pas de passage en commission. Donc, ils sont traités au fur et à mesure. Le montant attribué est de 200 euros et il peut être renouvelé une fois avec présentation d'un nouveau dossier. Voilà, je laisse Jean-Marc présenter, je te laisse Jean-Marc présenter l'imprimé. Donc bonjour. Dans le cadre de la mise en place de ces prestations, nous avons mis en place un nouvel imprimé de demande dans lequel différentes situations, différents éléments sont demandés afin de nous permettre de mettre en place une étude au plus juste de la situation de l'assuré, ce qui nous permettra d'attribuer ou non une aide substantielle de rupture, dont la liste vous a été énumérée précédemment par Nelly. Donc, je voulais apporter votre vigilance sur la complétude en fait, de ces dossiers. Comme vous pourrez le constater en téléchargement, il se différencie en quatre grosses parties en fait. La première étant celle de l'identification de l'assuré, où on va récolter toutes les données administratives et situations familiales. Ensuite, on va demander par la nouvelle mise en place du reste à vivre d'autres informations qui concernent le logement. Et à partir de chaque situation de logement, s'ils sont locataires avec une aide au logement, on aura par exemple des justificatifs bien spécifiques. Celui-ci sera celui de la quittance de loyer et du numéro de locataire. Donc pour le logement, il y a 5 positions différentes, 6 même. Il y a donc les locataires avec une aide au logement, les locataires sans aide au logement, les logés à titre gratuit, les propriétaires avec un crédit, les propriétaires sans crédit et ceux qui ont une autre situation qu'on n'aura pas référencée dans le document, quoi. Donc, je vous le rappelle, à chaque type de logement ou de situation d'hébergement, un justificatif obligatoire est à fournir. Ensuite, nous avons ajouté, puisque nous sommes sur la base du calcul sur le reste à vivre, la notion de pension alimentaire versée parce que c'est une charge en fait. Ensuite, la suite de l'imprimé prend en charge, en compte pardon, la composition du foyer. Et au niveau de la rupture, c'est là que sur cette deuxième page, troisième page de l'imprimé, où l'assuré ou la personne qui accompagne l'assuré va devoir bien être précise sur la situation actuelle, hein. C'est-à-dire si la personne est en attente du paiement d'indemnités journalières, interruption de paiement des indemnités journalières, attente du premier paiement de la pension, etc., comme vous le disiez précédemment, Nelly. À chaque situation, un justificatif est nécessaire et doit être euh, apporté au dossier, quoi. Ensuite, nous avons la partie qui suit, ce sont les ressources. Bon, désormais,
Précédemment, on travaillait sur une étude sur le mois précédant la demande d'aide de rupture, hein. Ce qui a, bon, ça a un peu changé. On a mis en place en fait les référencements des ressources sur les 4 derniers mois. Alors, ça paraît beaucoup, mais ça nous permet en fait de voir l'évolution de la famille ou de la personne sur 4 mois et voir plus précisément quel est le souci qui a pu amener à la situation de rupture. Donc, dans ces ressources, il faudra fournir bon, pas mal de justificatifs et c'est surtout du déclaratif. Donc, on a les revenus qui sont liés à une activité, les pensions, les rentes de type invalidité, pension de réversion, rente AT, rente du surveillant, etc. Toutes les prestations qui peuvent être perçues au niveau de la CAF, les allocations familiales, la hache, le logement. Les primes d'activité sont aussi prises en compte dans les revenus. Et ensuite, nous avons bon, toutes les autres ressources qui peuvent être là, la pension alimentaire reçue, les revenus capitaux, les revenus partiels de l'étranger, etc., etc. Donc, au niveau des ressources, nous allons aussi prendre en compte toutes les ressources de la famille, c'est-à-dire conjoint, enfant, personne à charge. Donc, vous avez le même imprimé sur l'imprimé, la même déclinaison des demandes faites pour les personnes à charge dans le foyer. Et donc, surtout, ne pas oublier de faire dater, signer le dossier pour qu'on puisse le prendre en charge sans faire de retour auprès des assurés. Voilà. Merci Jean-Marc. Alors avant de passer aux aides à l'accès aux soins, je ne sais pas si vous aviez noté des questions. Oui, alors on a déjà pas mal de questions, donc nous vous en remercions. Je vais vous poser les questions qui sont en lien en fait avec les aides financières que vous venez de présenter. On a déjà une question, en fait, une petite précision. Quand on parle d'AS de la CARSAT, alors on nous demande est-ce que ce sont les AS de la CARSAT et non de la CEPAM. Oui, ce sont les AS de la CPAM, enfin du service social de la CARSAT, qui est dans Locaux dans les locaux de la CEPAM, en fait. voilà, tout à fait. Alors par rapport aussi donc à la présentation des aides et secours et rupture, donc on nous dit est-ce que les 2 aides, donc il y a passage avec passage en commission, 600 € max et l'aide en cas de rupture 400 €, est-ce qu'elles sont cumulables? Oui, tout à fait. On peut cumuler une rupture ou 2 ruptures avec un secours, mais bien sûr dans la limite du plafond de 600 € Annuel. annuel. Tout à fait. OK, alors j'en profite pour poser une question qui, nous a été posée par une partenaire qui ne peut pas assister du coup, au webinaire actuellement. Sa question, c'était de savoir si on peut cumuler une aide sociale rupture avec une aide sociale secours. Oui, mais Mhm. c'est la question, c'est la même Ouais, Ouais, question c'est en pareil. fait. c'est dans l'autre C'est la sens. même, voilà, c'est la même chose. On peut effectivement cumuler les deux, oui. OK. Donc après, il y a d'autres questions qui sont posées, enfin, qu'on prendra du coup à la fin, hein, puisque c'est sur plus d'ordre général, pas forcément lié à cette aide-là, aux aides que vous D'accord. venez de présenter. Bon, parfait. Alors, je continue. Donc, avec les aides à l'accès aux soins. Alors, comme vous l'a dit Jean-Marc, effectivement, cette année, nous sommes passés sur le calcul du reste à vivre. Il n'y a donc plus un barème d'action sanitaire et sociale. Au niveau des critères, donc les assurés qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire et de la complémentaire santé participative n'ont pas de justificatif à fournir. Pour les autres assurés, c'est l'application du reste à vivre avec tous les justificatifs demandés. Au niveau de la procédure de demande, un dossier de demande d'aide doit être complété et retourné par voie postale par l'assuré, avec bien sûr la transmission de toutes les pièces justificatives. Jean-Marc vous détaillera le dossier de demande d'aide après. Il y a une présentation pour avis à la commission d'action sanitaire et sociale. Ce qui est nouveau, alors ce sont les différents taux de prise en charge, puisque nous sommes maintenant à des taux qui vont entre 95% et 75%. Donc tout va dépendre de la situation de l'assuré. S'il est bénéficiaire de la C2S, ça va être par exemple
95% du reste à charge qui sera pris, qui peut être pris en charge. Pour les assurés qui bénéficient de la C2S participative, on est sur 85%. Et ensuite, suivant le barème du reste à vivre, entre 95 et 75. Au niveau du détail, donc nous avons pour l'optique une aide qui est limitée au matériel qui ne rentre pas dans le cadre de l'offre 100% santé. Donc il faut que le choix du matériel ne soit pas à la seule convenance de l'assuré et soit justifié médicalement. Le montant maximum de l'aide, nous sommes sur 600 euros par an et par bénéficiaire. Pour l'audioprothèse, l'aide est limitée au matériel également qui ne rentre pas dans le cadre de l'offre 100% santé, si le choix du matériel n'est pas à la seule convenance de l'assuré, et donc sur prescription médicale, avec le même montant maximum de l'aide, 600 euros par an, par appareil et par bénéficiaire. Pour tout ce qui est petit matériel médical, alors nous sommes plutôt sur les semelles, chaussures orthopédiques, orthèses, etc. Nous sommes sur un montant maximum de l'aide à 600 euros par an et par bénéficiaire. Pour toutes les aides dans le cadre de l'offre régionale cancer, donc ce sont des aides qui sont consacrées au financement de prothèses capillaires ou de petits matériels qui rentrent dans le cadre de l'oncologie. Nous sommes également sur un montant de 600 euros par an et par bénéficiaire. Nomenclature pour les enfants. Donc les prestations sont consacrées au financement de prestations ou actes qui ne seraient pas pris en charge. Le montant maximum de l'aide, 600 euros par prestation, dans la limite de 2 prestations par an et par enfant. Pour les adultes, demande hors critères ou hors nomenclature. Alors c'est nouveau, nous sommes sur un montant maximum de 600 euros par prestation, dans la limite de 2 prestations par an et par adulte. Il n'y a pas la limitation. L'année dernière, nous avions posé le fait que la personne ne puisse pas bénéficier de ce montant-là chaque année. Ça n'existe plus. Et au niveau des exclusions pour les adultes, nous avons toutefois tout ce qui est dépassement d'honoraires, participation forfaitaire et transport. À noter quand même que l'exclusion pour le transport peut être levée pour les assurés qui sont vraiment fragiles et qui sont accompagnés par les conseillères de la mission accompagnement santé. Donc, ça peut être des personnes qui rencontrent une problématique de transport. Dans ces cas-là, nous allons prendre en charge les frais de taxi dans la limite de 6. Alors, quand je dis taxi, ça peut être autre moyen de locomotion. Ça peut être les frais des frais d'essence, véhicule personnel. Ça peut être remboursement de le bus, etc. Dans la limite de 600 euros par an par bénéficiaire. Tout ça pour faciliter leur accès aux soins. Pour tout ce qui est dentaire et orthodontie, nouveauté également en 2025, l'aide va être accordée pour les soins hors panier de soins, hors 100% santé et qui sont médicalement justifiés. Donc nous appliquons une nouvelle grille dentaire et nous sollicitons l'avis du dentiste conseil pour beaucoup de dossiers. Donc là, nous ne pouvons donner aucun montant. Il faut vraiment travailler avec les devis dentaires, l'argumentaire du professionnel de santé et ensuite le dentiste conseil. Pour la psychomotricité, donc nous sommes sur un montant de l'aide à 650 euros par an et par bénéficiaire. L'aide est répartie de la façon suivante. Nous avons 150 euros pour le bilan et nous avons 50 euros maximum par séance. On peut dire que ça va être l'équivalent d'un bilan et de 10 séances, par exemple. Là aussi, nous avons augmenté par rapport à l'année dernière les montants, puisque nous étions sur 80 et 30 euros. Une nouveauté pour tout ce qui est ergothérapie, psychologie, etc. Donc, à compter du 1er juin 2024, les bilans et les séances qui sont dispensées par les psychologues, ergothérapeutes ou psychomotriciens libéraux auprès des enfants entre 0 et 12 ans et qui sont suivis dans les plateformes de coordination et d'orientation pour les troubles de neurodéveloppement sont pris en charge par l'assurance maladie.
Les bilans et les séances qui ne rentrent pas dans ce cadre ou pour lesquels l'assuré est sur liste d'attente peuvent faire l'objet, par contre, d'une demande d'aide sur justification médicale. Et là, nous avons les mêmes montants, 150 euros maximum pour le bilan, 50 euros maximum par séance. Pour l'année, ça représente 650 euros par an et par bénéficiaire. À aujourd'hui, nous ne pouvons pas cumuler et la psychomotricité et des soins d'ergothérapie ou de psychologie, etc. Ça va évoluer courant de l'année. Normalement, d'ici le mois de mai, je pense que les assurés pourront cumuler les deux. Au niveau de l'indemnité obsèques, nous ne prévoyons pas d'aide pour les frais d'obsèques, exception faite pour les enfants ou les jeunes adultes. Donc l'âge est inférieur ou égal à 20 ans. Il n'y a pas de condition de ressources, donc pas d'application de reste à vivre ni quoi que ce soit. Et c'est une participation qui est limitée à 350 euros maximum. Nouveauté également pour l'aide à une complémentaire santé. Donc, nous avons tous les assurés qui ont eu un refus de la complémentaire santé solidaire et dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de la complémentaire santé participative. Et nous sommes sur plus 15% au lieu des 6% sur 2024. L'impératif, par contre, ne pas avoir bénéficié de cette aide l'année précédente. Nous avons toujours l'aide pour les incidents de paiement de la complémentaire santé participative. Donc, les assurés qui éprouvent des difficultés à maintenir le droit à une complémentaire santé sont contactés par notre service. Alors, ce sont des requêtes qui nous sont adressées et une aide exceptionnelle ponctuelle qui va solder les participations pourra être donnée à l'assuré. Donc, nous prenons en charge 2 mensualités successives d'impayés par année civile. Ceci afin de permettre à l'assuré de reprendre le cours des choses et de remettre en place le prélèvement et de continuer le prélèvement tout au long de l'année. Alors là, vous avez les nouveaux plafonds au niveau de la complémentaire, l'accès, de l'aide pour l'accès à une complémentaire santé, donc avec les 15%. Au niveau des montants de l'aide par tranche d'âge, il n'y a pas de différence par rapport à l'année précédente. Pour les moins de 16 ans, nous sommes toujours sur un montant de 50 euros, de 16 à 49, 100 euros, de 50 à 59, 250 et les 60 ans et plus, nous sommes toujours sur les 350 euros. Voilà, Jean-Marc, je te laisse présenter l'imprimé. Donc, vous pouvez consulter en fait à l'écran le nouvel imprimé de l'accès aux soins. C'est sensiblement le même que celui des ruptures, hein. Lui aussi prend en compte le fait de la nouvelle législation de l'ASS, à savoir la prise en charge du reste à vivre, hein, et non plus des plafonds comme il était, comme il était avant, quoi. Donc, pour ce même dossier, vous aurez, comme tout à l'heure, la première partie où il y a l'identification de l'assuré, avec le même type d'interrogation sur le logement, sur les pensions alimentaires versées. Et vous aurez en troisième page, par contre, la demande. Il faudra, lors de la complétude du dossier, bien signifier le but de la demande. En fait, si c'est du dentaire, de l'optique, de l'appareillage orthopédique, de l'orthodontie, appareil auditif, psychomote, ergothérapie, etc. Et vous avez aussi une autre case qui est autre demande, et nous vous encourageons à détailler le plus possible la demande afin que nous puissions nous mettre en place derrière une étude beaucoup plus juste, hein, et peut-être une demande de pièces justificatives qui bien spécifique, quoi. Donc les pièces à fournir sont pas tout à fait les mêmes que tout à l'heure. Il y a des pièces obligatoires qui sont l'avis d'imposition du non-imposition, sauf pour les personnes qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et participative et non participative. Il nous faudra aussi la dernière notification ou attestation d'attribution par la CAF de toutes les allocations versées.
le devis ou une facture de moins de 6 mois, une attestation de prise en charge, de non prise en charge de l'organisme complémentaire, la prescription médicale, bien sûr. Et pour toutes les demandes de dentaire et d'orthodontie, avec la mise en place de la nouvelle version d'études de ces dossiers, on a besoin en fait des radiographies et du certificat du praticien qui justifie et qui argumente le plan de traitement. Et pour tout ce qui est lié, les autres pièces à fournir, ce sont toutes les pièces liées à une activité salariale, bulletin de salaire des 4 mois précédant la demande. Au même titre que la rupture, c'est 4 mois précédant la demande. Donc, vous avez dans l'imprimé de ressources toutes les ressources qui sont liées à une activité, salaire, indemnité journalière, allocation chômage, les pensions qui sont d'invalidité, retraite, pension de réversion, rente, pension militaire, veuvage, etc. Toutes les prestations CAF, qu'elles soient familiales, de handicap, de logement ou de primes d'activité, et toutes les autres ressources qui peuvent être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pension alimentaire, les revenus de capitaux, les revenus perçus à l'étranger ou les revenus de location de biens. Il en est de même pour toutes les personnes à charge du foyer. Et je réitère, comme tout à l'heure, je vous invite à faire très attention au fait de dater, signer le dossier avant de le faire parvenir au service ASS. Merci Jean-Marc. Avant de passer aux demandes, aux aides suivantes, est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique, Laetitia? Oui, alors je vois une question. Les personnes atteintes de cancer peuvent-elles prétendre à une prise en charge dans le cadre de l'aide individuelle pour l'achat de perruques, par exemple? Oui, ça va rentrer dans tout ce qui est oncologie. Donc, il faut nous adresser soit le devis, soit la facture. D'accord. Alors visiblement, par rapport aux aides accès aux soins, j'ai pas d'autres questions. Parfait. Alors, on continue. Donc, les aides à domicile. Au niveau des critères d'attribution, euh, il ne faut pas être retraité puisque nous serions sur la compétence de la CARSAT, ne pas percevoir de prestations familiales, compétence de la CAF, ne pas percevoir d'allocation de tierces personnes, de prestations de compensation pour le handicap ou bénéficier d'une hospitalisation à domicile, soins palliatifs. Il faut remplir les conditions de ressources ASS avec la période de référence des 3 mois qui précèdent la demande. Ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a pas de critères d'âge ni d'isolement. Nous l'avons supprimé pour 2025. Au niveau de la prise en charge, nous sommes sur 90% pour les revenus inférieurs à 1 300 euros par personne vivant au foyer, dans la limite d'un forfait de 600 euros qui est accordé pour une durée de 3 mois, non renouvelable. Et pour les personnes atteintes de cancer, cette aide est doublée puisqu'on est sur une durée maximum de 6 mois, donc 1 200 euros. Au niveau de l'envoi des demandes d'aide au retour à domicile après hospitalisation, donc c'est l'assistante sociale de l'établissement de santé qui va contacter la structure d'aide à domicile choisie par l'assuré. La structure d'aide à domicile va compléter le dossier de demande, va nous le transmettre via notre adresse mail sur demande de l'assuré ou sur intervention d'une assistante sociale de l'assurance maladie. Et nous allons ensuite envoyer, une fois le dossier traité, une notification à la structure d'aide à domicile désignée ainsi qu'à l'assuré. Alors, je reviendrai plus en détail sur les aides à domicile puisque nous allons prochainement avoir un webinaire qui sera dédié sur cette thématique-là pour revoir certains points bien précis. Au niveau du programme de retour à domicile après une hospitalisation, sur les critères d'attribution, ce programme s'adresse aux patients qui sont éligibles médicalement et qui souhaitent adhérer au dispositif dès que leur hospitalisation n'est plus médicalement nécessaire. Au niveau de la prise en charge, c'est l'équipe médicale qui décide euh,
du fait que le service soit éligible ou pas, que la personne soit éligible au dispositif Prado. Euh, il y a bien sûr l'accord du patient avec la visite du conseiller d'assurance maladie et la détermination de la date de sortie. Donc, le conseiller va présenter l'offre au patient qui est potentiellement éligible. Celui-ci, bien sûr, libre d'accepter ou de refuser l'offre. Il n'y a pas du tout d'incidence sur les remboursements ou quoi que ce soit. Le conseiller va vérifier la bonne mise en place du parcours de soins en contactant le patient à son retour à domicile. Il va ensuite contacter les professionnels de santé. Alors, ce sont souvent les professionnels qui prennent déjà en charge le patient et il va prendre les rendez-vous avec les professionnels de santé. Au niveau des critères d'éligibilité, les conditions de ressources ne sont pas étudiées le premier mois d'intervention. Les revenus inférieurs à 1 300 € par personne vivant au foyer, avec une prise en charge de 90%. Et nous sommes sur la limite d'un forfait de 600 € qui est accordé pour une durée de 3 mois maximum. Au niveau des soins palliatifs, il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière. C'est le réseau de soins palliatifs qui se prononce sur l'inclusion du patient ou pas et qui nous transmet le dossier pour étude de la prise en charge. Les personnes concernées, donc c'est les personnes au stade terminal de leur maladie et pour laquelle la durée des soins palliatifs est en moyenne de 3 mois, à l'exclusion des personnes âgées qui ne présentent pas de pathologie clairement identifiée. La prestation se compose des frais de garde malade pour la personne qui est en phase terminale et des frais de médicaments, nutriments ou matériels non remboursables et qui sont propres aux soins palliatifs. Au niveau des conditions de prise en charge, il y a la nécessité pour la structure de soins palliatifs de fournir le certificat médical avec le formulaire de demande d'aide et la participation est de 90% de la dépense engagée dans la limite de 3 000 €. Au-delà de 3 000 €, il y a la possibilité de demander un renouvellement exceptionnel. Dans ces cas-là, il nous faut à nouveau un dossier de demande d'aide avec un nouveau certificat médical. Et le dossier est étudié au cas par cas avec une expertise du médecin conseil de la caisse qui peut être demandée par le service si nécessaire. Un dernier focus rapide sur le travailleur indépendant. Donc, je vous avais dit que le travailleur indépendant peut prétendre, bien sûr, à titre individuel, comme tout assuré lambda, aux aides qui viennent de vous être présentées. Mais il y a aussi des aides spécifiques qui peuvent être attribuées aux travailleurs indépendants. Donc, des aides financières exceptionnelles aux invalides, une aide au répit du travailleur indépendant actif, aide au maintien dans l'activité professionnelle, consultation médico-professionnelle dans le cadre des plateformes prévention de la désinsertion professionnelle. Les aides relatives à l'accompagnement des travailleurs indépendants actifs, donc nous avons l'aide aux cotisants en difficulté, les aides d'urgence aux victimes de catastrophes et intempéries, des aides financières exceptionnelles, etc. Le travailleur indépendant doit passer par le dispositif démarche simplifiée. Il faut qu'il y ait un dispositif d'État. Il y a un formulaire à compléter sous une forme de 10 questions. Suivant la réponse du travailleur indépendant qui va répondre simplement à oui ou non, il va être orienté soit vers l'assurance maladie, soit vers l'URSSAF, soit vers la caisse de retraite, en tout cas vers le bon interlocuteur ou plusieurs interlocuteurs s'il y a plusieurs difficultés. Il y a également les aides relatives à la retraite, préservation de l'autonomie, euh, également accessibles via le dispositif démarche simplifiée. Alors, ce dispositif est également accessible sur le site de l'URSSAF. Vous avez le lien directement pour accéder au formulaire. Voilà, j'ai terminé pour la présentation. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop rapide. Je ne sais pas, Laetitia, s'il y a des questions.
Oui, oui, il y a des questions. Merci déjà donc pour cette présentation et les explications. Donc on va répondre maintenant aux questions qui ont été posées donc au fur et à mesure. Je vous rappelle que si vous n'avez pas eu le temps de les poser, vous pouvez toujours le faire dans l'onglet de discussion. 1 question, donc c'est un lien par rapport à ce que tu expliquais au début du webinaire en disant que les aides en fait, seuls en fait les migrants et les bénéficiaires de l'AME ne pouvaient pas en bénéficier. Donc la question, vous expliquez que les migrants sont exclus des aides. Est-ce que cela concerne également les personnes bénéficiaires d'une protection internationale? Donc on a une partenaire en fait, ils ont répondu déjà, plus ou moins, entre eux, en expliquant que donc les, bénéficiaires d'une protection internationale ne sont pas en situation irrégulière et ne dépendent donc pas de l'AME, donc relèvent du régime général, donc potentiellement bénéficiaires de ces aides-là. Donc voilà, c'est pour apporter des précisions, par rapport à ça. Sachant aussi, du coup, Nelly, je te donne ce qui est indiqué, dans le chat. Mhm. Donc la partenaire répondait que les demandeurs d'asile étant en attente d'une décision et donc non régularisés de façon pérenne, il y a peut-être une subtilité pour eux. Les, BPI, du coup, détiennent un titre de séjour et donc les droits sont ouverts pour eux. Voilà, donc je ne sais pas par rapport à ça, cette question. Il faut qu'on le revoie avec notre service, la gestion des bénéficiaires, pour voir exactement la situation de ces assurés-là. À ce moment-là, il faut que la personne qui a posé la question, oui, Mmh. on l'a bien identifiée, donc on pourra Oui, lui répondre en direct après le o webinaire. oui, d'accord, OK, je relèverai, le Ouais. mail et on pourra y répondre effectivement. On nous demande ensuite si les assistantes sociales des maisons du département peuvent faire des demandes en tant que, assistante sociale partenaire externe. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Vous avez bien sûr la possibilité de faire ces demandes, de nous les adresser. On se permettra de revenir vers vous effectivement, puisque le parcours est différent de celui qui était acté auparavant. Donc on se permettra de revenir vers vous si il nous manque des éléments pour la présentation du dossier en commission. D'accord. Autre question, qui est-ce qui informe sur les aides possibles, et accompagne à la complétude de la demande? Est-ce que, alors c'est une France Service, qui pose la question, est-ce qu'on peut orienter vers une assistante sociale? Alors attends, explique-moi la question. J'ai pas Oui. compris la question. Alors, c'est qui est-ce qui peut, enfin, qui informe en fait sur les aides possibles, donc pour l'action sanitaire et sociale, et qui accompagne à la complétude des dossiers? Est-ce qu'on doit orienter vers une assistante sociale? Parce que c'est dans Non, le cas alors. où, Oui, pas ouais, nécessairement. Si un assuré a vraiment des difficultés pour remplir l'imprimé de demande, à ce moment-là, il peut être orienté vers une assistante sociale ou vers la mission accompagnement santé qui va pouvoir l'aider à compléter le document. Après, si vraiment le dossier de demande nous arrive incomplet, s'il manque des éléments, les agents, les Voilà. techniciens vont contacter l'assuré pour voir avec lui pourquoi il n'a pas transmis les éléments, ce qui peut bloquer ou ce qu'il n'a pas compris. Ouais, ce sont les agents qui prennent le relais ensuite, hein. Oui. On le fait très 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 souvent, puisque souvent les assurés malheureusement oublient de signer ou de dater, oublient un justificatif, etc. Donc on va mettre en attente le dossier pendant un certain temps, le temps que la personne nous adresse les justificatifs manquants. Et s'il y a vraiment un souci de complétude vraiment extrême, et si on détecte autre chose en plus, voilà, on va transférer aussi vers les conseillères de la mission accompagnement santé qui vont pouvoir prendre le relais. d'accord. Je vois des questions par rapport au fait de savoir si le support qui vous a été présenté vous sera envoyé. Oui, effectivement, hein, pour tous les participants inscrits, j'enverrai dans la foulée, du coup, le support de Oui. présentation et j'en profiterai pour vous envoyer, enfin, vous aurez de toute façon le lien pour, récupérer, du coup, les imprimés de demande qui sont donc, sur l'article, qui est en ligne sur amélie.fr. Nous avons une question sur le fait d'avoir des précisions sur le calcul du reste à vivre.
Alors, on va pas rentrer avec Jean-Marc dans les détails parce que c'est assez compliqué. En fait, nous avons une base de calcul avec des forfaits charges que nous avons établis suivant la situation de la personne et le nombre de personnes vivant au foyer. Euh, voilà, on a appliqué ce forfait charge pour éviter d'alourdir le dossier de demande d'aide et le fait que l'assuré ait à nous adresser énormément de justificatifs. Donc, ce sont des forfaits globaux, en fait. D'accord. Les aides sociales d'accès aux soins sont-elles uniquement attribuées pour les bénéficiaires de la CSS ou est-ce que c'est possible aussi pour les bénéficiaires de la CSS participative? Bien sûr. C'est pour ça que le reste à vivre a été mis en place, Ouais. pour étendre plus qu'aux bénéficiaires de la C2S, quoi. Tout à fait. Nous avions auparavant un barème de ressources avec cette notion de reste à vivre. Nous sommes au plus juste de la situation des assurés. Donc, des personnes qui ne peuvent pas prétendre à la complémentaire santé solidaire ou la complémentaire santé participe, mais qui pour autant ont des ressources, ont des petites ressources C'est ça. et des charges importantes. Est-ce qu'une ARDH peut être demandée s'il s'agit d'une intervention en ambulatoire? Ça sera une demande d'aide à domicile, mais hors sortie d'hospice. Une aide à domicile classique, Cl- avec Classique. certificat médical. D'accord. Euh, Là, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les autres conditions de ressources pour les demandes d'aide à domicile? Et quels sont les délais de traitement? Alors, on verra tout ça dans le webinaire qu'on va dédier justement sur tout ce qui est, sur toute la thématique d'aide à domicile, parce qu'on va très certainement revoir les imprimés, etc. Donc, je ne vais pas répondre maintenant puisque ça va être revu. Très, très rapidement, hein, je pense qu'on l'organisera courant du mois de février au plus tôt. Mhm. Alors là, je n'ai pas de nouvelles questions pour le moment. N'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres. Il nous reste encore un petit peu de temps avant la fin du webinaire. Alors, je vois qu'il y avait une question sur les délais de traitement. Au niveau des délais de traitement, tout ce qui est aide sociale, c'est traité tous les jours, donc très très rapidement, puisqu'il y a ce critère d'urgence. En tout cas, pour tout ce qui est secours urgent. Pour les autres, il y a le délai de la commission à laquelle va passer le dossier. Donc effectivement, euh, quelqu'un qui nous envoie le dossier juste après qu'une commission vienne de se dérouler va devoir attendre pratiquement un mois pour voir son dossier passer à la prochaine commission. Je vois pas de nouvelles questions. J'espère que j'en ai pas raté. Je sais pas. Je vous laisse encore un petit peu de temps du coup ouais, pour poser Oui. d'autres questions éventuellement. J'en profite juste pour reprendre ce que je vous disais en introduction, que le replay du coup ouais, de ce webinaire il sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie et vous serez notifié de sa mise à disposition par mail directement. Pareil, à la fin du webinaire, vous allez recevoir aussi un court questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à prendre quelques questions en fait pour y répondre et nous suggérer notamment des idées de thématiques pour nos prochains webinaires partenaires. Bon, vous avez répondu à toutes les questions finalement, Bon, ça va. parfait, c'est J'en très vois bien. pas d'autres, je sais pas. Je pense que du coup, ouais, on va peut-être pouvoir clôturer ce webinaire du coup. Si c'est bon pour vous aussi, Nelly, Jean-Marc, vous n'avez pas Oui, d'autres parfait. précisions à apporter?
Non, 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 c'est Alors, parfait. ouais, Voilà. juste une petite question, on nous demande si on peut partager du coup le diaporama et que je vais envoyer avec les maisons d'enfants. Bah oui. Voilà. Après, on attire juste votre attention sur le fait que ben voilà, les données concernent en fait la politique action sanitaire et sociale 2025. Donc voilà, ça sera différent certainement l'an prochain ou Oui, pas, mais voilà, faire attention juste oui, oui, à oui. ces dispositifs. Ce support n'est valable que pour cette année et encore, il est susceptible des fois. Enfin, Mm. normalement, rien ne devrait changer, changer, mais il peut y avoir des petits points, axes qui soient modifiés. Ok. Bon, ben, je pense qu'on va clôturer du coup si c'est bon. Merci encore Nelly et Merci, Jean-Marc pour vos explications. Merci à vous ben, toutes et tous pour votre participation à ce webinaire et on vous Mm. dit à très bientôt pour une nouvelle thématique. merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.